On va d'abord regarder les anomalies si ce sont de vrais avions de ligne, donc des Boeing. La première chose, on se focalise beaucoup sur l'impact. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent: «Oh là là, ça rentre comme dans du beurre, c'est pas possible, ça respecte pas les lois de Newton». On est complètement d'accord. Mais ce que beaucoup oublient déjà, c'est que l'approche des avions est impossible. L'approche qu'on voit avec les données officielles est impossible à cette altitude. C'est-à-dire que leur vitesse, la vitesse de ce qu'on voit des engins, est beaucoup trop élevée à basse altitude. Je rappelle qu'un avion peut aller très très vite quand il est très haut, puisqu'en fait l'air se raréfie et donc il y a moins de résistance, alors que plus on est bas, plus l'air est dense. Et l'air entraîne une résistance. Je rappelle aussi qu'un avion est très fragile, les ailes sont en aluminium, donc c'est très fragile, et il y a un risque de dislocation de l'appareil et du phénomène qu'on appelle de flutter, c'est-à-dire que ça se met tellement à vibrer que d'un seul coup les ailes peuvent lâcher et le fuselage aussi peut lâcher. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait que la vitesse maximale opérationnelle pour un Boeing 767, donc les avions qui sont en jeu ce jour-là, elle est de 660 km/h. Eh bien, regardez à quelle vitesse ils allaient avant de percuter les tours. Eh bien, on a les données radars qui nous montrent que les engins, ils étaient déjà à même pas 800 mètres d'altitude, donc c'est ridicule, hein, parce qu'une vitesse de croisière, normalement, c'est plusieurs milliers de mètres, on parle de plusieurs kilomètres quand même. Là, on est à moins d'un kilomètre d'altitude, et il est déjà à 610 km/h, il accélère jusqu'à 800 km/h, et là, il va continuer, on nous dit qu'il continue d'accélérer tout en continuant sa descente. Donc, je rappelle que les tours jumelles font 400 mètres, donc l'impact va se faire en dessous de 400 mètres, il va atteindre jusqu'à 800 km/h à moins de 400 mètres. C'est impossible. N'importe quel ingénieur en aéronautique nous le dirait. Mais malheureusement, quand on lui dit que c'est lié au 11 septembre, il y a une omerta d'un seul coup qui arrive parce que c'est trop dur. Encore une fois, on parle de l'émotionnel. Mais Grosso modo, vous demandez ça, pardon, je finis, mais tu demandes ça vas-y. même à ChatGPT, à une intelligence artificielle, où il te dit c'est pas possible. C'est pas possible ce que tu me racontes en fait. C'est physiquement impossible. Et c'est le cas pour les deux avions. Ils vont beaucoup trop vite par rapport à leur altitude. Ils n'auraient jamais pu faire la trajectoire qu'on voit, surtout qu'en plus ils vont tu vois, le deuxième avion, on l'a vu en vidéo, mais il ne frappe pas la tour de manière, on va dire, horizontale. Il a même eu le temps de faire un énorme virage, pas un virage, mais il s'est incliné de je ne sais plus combien de degrés. Et ça, pareil, normalement, l'aile ne peut pas supporter ça. Ça doit se disloquer. Donc déjà, avant d'arriver dans l'impact, il faut déjà regarder que les avions vont beaucoup trop vite si ce sont de vrais avions. Donc, ce n'est pas possible. Je veux juste rappeler que ce matin, les canards français ont titré quand même, je cite, alors, n'importe quelle force occidentale sera une cible légitime pour l'armée russe, prévient Poutine. Ça, c'était les titres de ce matin. Oui, De... mais c'est comme d'habitude. Enfin, je veux dire, de toute façon, la presse en France étant là pour, on le sait bien, depuis la campagne électorale de 2017 pour servir la soupe à Macron, voilà, il n'y a pas de. Ça aurait été surprenant qu'ils disent autre chose. Ils sont tout à fait là où ils doivent être par rapport à ce qu'ils nous ont démontré depuis 2017. Alors moi, je vais rappeler quand même certaines considérations au niveau militaire. Euh, Macron a avoué au début de l'été que nous n'avions, nous, Français, plus rien à envoyer en Ukraine. On n'a plus de matériel. C'est-à-dire que tous nos arsenaux sont vides. On a, dans le même temps, tous les grands industriels qui sont liés à l'armement en France et aux munitions notamment, qui nous ont expliqué que malgré les grandes déclarations de Macron reprises par la presse depuis des mois, il n'y a toujours aucune commande ferme pour du matériel militaire, à commencer par des obus de 155 mm en France. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que pour lancer à nouveau ces chaînes de production, il faut des composants pour faire de la poudre et que ces composants pour faire de la poudre, qui nous les vend? Pékin. Alors, on ira loin dans les délires verbaux, mais avant que tout ça refonctionne un tant soit peu correctement, il s'écoulera au minimum 5, 7, 8 ans peut-être. Et si tout se passe bien, ce qui, étant donné la situation politique et économique de la France, n'aura jamais lieu, il faut tout de suite le dire. Donc ces histoires de on va envoyer des armes, nous Français, c'est fini, les Européens, c'est terminé, les moyens, l'Allemagne veut se réarmer, c'est bien, c'est bien. Avec quoi? Quel budget? Toutes les entreprises qui font vivre l'Allemagne aujourd'hui, elles sont en train de fermer. Donc il va falloir trouver autre chose. Ensuite, parce que ça c'est quand même la grande leçon de cette guerre en Ukraine, c'est très bien de parler de matériel. C'est très bien que M. Merz nous dise on aura die grosses Kanonen, les Panzer, machin, etc. Oui, c'est bien. Mais les hommes,
pour faire la guerre, ils seront où? Où seront les hommes pour faire cette guerre? Est-ce qu'un temps soit peu, moi je me souviens, puisque c'était ma dernière grande discussion publique avec le général de Lavarde, et nous étions d'accord tous les deux là-dessus, quel type d'hommes les pays occidentaux sont-ils capables d'engager dans une guerre de haute intensité contre l'armée russe aujourd'hui? Quel type d'hommes? Aucun. C'est-à-dire qu'on a quelques marges dans nos populations qui vont encore s'engager à la Légion, chez les parachutistes, et puis c'est tout. Et donc, comme l'a dit un général français il y a peu de temps avec Alain Juillet, nous avons de toute façon un corps de bataille au maximum de 20 000 hommes qui peut tenir au combat pendant 15 jours. L'effort que les Français doivent faire alors qu'il y a une extorsion fiscale véritable, on leur a demandé de faire des efforts, on file de l'argent à tout le monde, et on file de l'argent surtout à n'importe quoi. Regardez la transition écologique, c'est 90 milliards d'euros par an, on peut en parler. Les agences d'État, les 93 milliards d'euros par an, rien que là, ça fait combien? Ça fait 130 milliards d'euros. Déjà en moins de 5 secondes, j'ai trouvé 130 milliards d'euros. Allez, j'ajoute 4,3 milliards d'euros pour le service audiovisuel public. Salut à Patrick Sohen et salut à Thomas Legrand. Et bien on arrive à 135 milliards d'euros. Et c'est qui est génial, les amis, c'est que j'ai pas pris un euro dans votre poche. Formidable. Donc, si on voulait trouver des pistes, il y en a d'autres, notre contribution à l'Union européenne, mais on pourrait en citer plein. Mais manifestement, donc, on cherche 43 milliards d'euros pour aller taper, bien sûr, dans la poche des Français, puisqu'apparemment, il faut qu'on fasse un effort. Mais je vous l'ai dit, eux n'ont aucune envie de faire un effort. Donc, ils viennent nous faire les matamores sur les plateaux ou les Saint-Jean bouche d'or pour nous expliquer que tout ça est dramatique, que la dette est dramatique et que nous allons sombrer. Jusqu'à preuve du contraire, qui est responsable? Qui est responsable? Qui est responsable? Est-ce que nous sommes responsables de la dette? Est-ce que nous avons décidé du quoi qu'il en coûte? Nous avons décidé quoi qu'il en coûte? Est-ce que nous avons décidé d'aider l'Ukraine? Est-ce que nous avons décidé, nous les Français, en âme et conscience, de filer de l'argent à l'Union européenne? Je ne crois pas. D'ailleurs, sur les questions de l'Union européenne, les Français avaient dit non en 2005 à 54%. Donc venir nous dire maintenant sur certains plateaux télé et des hommes politiques en disant les Français sont aussi responsables, ce qu'avait dit Bayrou, les Français sont aussi responsables de la dette. Mais ces gens sont vraiment convaincus de ça en plus. Et s'il y a des artisans parmi vous, je ne suis pas sûr que, chers amis artisans, et des salariés, bien entendu, mais les artisans, parce que les cotisations qu'on vous prélève, je ne suis pas sûr que vous avez vu un retour certain ou un peu équivoque sur votre capacité à filer votre argent sur les cotisations. Les salariés, c'est pareil. Prélèvement à la source, on pourra en parler. Voilà. Donc, on se retrouve dans une situation où ces gens sont en train d'accuser les Français d'avoir eux aussi creusé le trou de la dette. Le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, ils l'ont fait tout seuls. On nous a promis le Mozart de la finance, on a eu le Beethoven de la dette. Voilà. Et ce monsieur a décidé de faire le quoi qu'il en coûte, avec la complicité de Bruno le rigolo, d'ailleurs lui qui est tranquille ou loulou, il part avec 1000 milliards d'euros de dette, mais il part tranquille. Il est parti je ne sais où. Voilà. Et ils viennent dire aux Français que c'est la faute des Français, le trou. Alors, pour la retraite, chers amis, on a cotisé. Pour le chômage, c'est à cotisation. C'est pas un luxe. Alors qu'une minorité de gens qui en profitent, peut-être, probablement, mais aujourd'hui, à la situation du pays, franchement, je ne vois pas trop la rentabilité de l'histoire. Voilà. Mais venir nous dire à nous que nous sommes responsables de la dette, donc nous allons devoir participer pour une partie des Français, classe moyenne notamment, à essayer d'éponger le trou. Nous avons un tonneau qui est vide, qui est vide et qui est surtout troué, percé, et on va remettre de l'argent dedans. Voilà. Et ces gens nous tiennent ce discours-là en disant que c'est une capacité et que tout le monde doit faire preuve de sagacité, de courage, de responsabilité en responsabilité. C'est absolument un scandale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit... Alors, moi, j'ai hésité avant de travailler sur le paracétamol. Oui. Je me suis dit, mes lecteurs, ils vont s'ennuyer. Il va y avoir de la chimie, Puis en fait, je me suis rendu compte que on peut parler du paracétamol et des ancêtres du paracétamol. Les produits précédents ont eu une carrière absolument éblouissante, mais se sont arrêtés très vite parce que les morts s'accumulaient dans tous les sens. Mais le paracétamol, on a cru trouver le produit miracle qui était à la fois antalgique et avec une bonne marge de sécurité. Il faut savoir qu'on a découvert le paracétamol dans les urines des gens qui étaient traités par les antalgiques précédents.
C'est-à-dire que c'est un métabolite, en fait. C'est un produit de dégradation Ouais. urinaire. Et on s'est dit, tiens, on va le reprendre, on va le remanger et on va voir ce que ça C'est là que ça donne envie. Ah oui, c'est ça. Bon, et le paracétamol, en fait, quand on reprend, alors maintenant, on a quand même une belle antériorité. On a quasiment 50 ans d'utilisation du paracétamol, hein, même un peu plus. Et on s'aperçoit que ce produit est une catastrophe, mais indiscutable. Alors comment une catastrophe Première chose déjà, et ça c'est pas discutable, personne pourra me dire Roliquer, il raconte je sais pas quoi, c'est la première cause de transplantation hépatique en France. Du fait d'excès d'usage Oui, mais pas toujours d'excès, c'est-à-dire que les gens se foutent le foie en l'air avec des doses parfois trop élevées, mais parfois thérapeutiques. La dose thérapeutique, c'est pas plus de 4 grammes par jour. D'accord. Mais on se rend compte aujourd'hui que des gens qui n'ont pas de chance, avec un foie abîmé, déglinguent complètement leur foie jusqu'à l'insuffisance hépatique terminale, agreffée, simplement sur des doses bien inférieures à 4 grammes. Donc, double attention pour le public qui nous écoute, c'est que le produit est donné pour 4 grammes par jour avec une certaine sécurité sur le plan de l'insuffisance hépatique, mais on peut avoir des ennuis très régulièrement quand on prend des doses très inférieures, et 2, méfiance, quand on a très mal, on a envie de prendre 6 grammes, Oui. et puis on a envie de prendre 6 grammes pendant 3-4 jours, et puis pendant ce temps-là, on a un autre médicament qui va affaiblir votre foie, et puis vous voilà tout jaune, vous avez une insuffisance hépatocellulaire flamboyante, suraiguë. Et ça, c'est irréversible. C'est parfois réversible, et parfois, faut greffer en extrême urgence. Il faut trouver un donneur, et quand on n'a pas le donneur, on tient pas longtemps sans son foie, donc on meurt. On meurt. Voilà. Je te parlais de l'éducation en médecine tout à l'heure, où je rends vraiment hommage à mes maîtres en médecine, qui venaient d'ailleurs pour beaucoup d'Algérie, justement. Ils venaient d'Oran, ils venaient d'Alger. Et peut-être par cet esprit un peu d'Afrique du Nord, quand on recevait un patient, s'il était accompagné de sa mère, de sa grand-mère, de son fils et de son petit-fils, ça ne gênait pas l'hôpital. À Amiens. Aujourd'hui, c'est une personne rentre dans la salle de consultation. Ouais, c'est bizarre. D'autant qu'on sait aujourd'hui à quel point c'est important d'être soutenu pour soigner, que le patient puisse se sentir entouré. Aujourd'hui, c'est un peu une médecine très froide, très mécanique, très loin de ce que toi tu pratiques. Oui, peut-être ce que je dirais, c'est qu'on est dans une espèce de chose de l'ordre d'une forme d'urgence. Il faut que ça aille vite. Il faut que ce soit ordonné, rapide, et on a perdu effectivement, à mon avis, beaucoup de ce temps d'écoute. Aujourd'hui, on fait de l'audit sur les gestes des infirmières, par exemple. C'est pas vrai. Oui, jusqu'à penser, et même sur les aides-soignantes, jusqu'à penser que dire bonjour, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que chaque geste va être audité, oui. Et après, on va donner quoi? Des directives oui. pour... Oui, un pansement, ça dure tant de temps. Une douche pour une personne âgée, c'est tant de minutes. C'est quand même terrible. Oui, on se croirait chez Amazon, quoi. C'est oui. C'est de l'industrialisation. Oui, c'est de la chosification. Ça, c'est quelque chose que m'a appris le fameux Jean-Yves Leloup dont je parle, et qui m'a appris beaucoup de choses. Il est docteur en philosophie, en théologie, en psychologie, et il va toujours parler sur cette triple information de l'être humain, c'est-à-dire de véritablement être conscient que si on agit de telle manière, on objective tout. Ouais. On réduit les choses à l'état d'objet. Alors que si nous restons sujets, le problème, tu vois, que tu me posais la question tout à l'heure par rapport aux urgences, oui, la mort est considérée pour beaucoup de médecins encore comme un échec. Parce qu'on ne nous apprend pas, pendant nos études, il n'y a pas d'information qui nous soit donnée sur qu'est-ce que c'est que la mort. Et pourquoi ça n'est pas un échec ? Tous les humains, s'il y a une seule chose dont on soit sûr à peu près, ça je ne sais plus quel est le chanteur ou l'humoriste qui avait dit ça, soyez tranquille, de toute façon on va tous mourir un jour. C'est à la fois la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où si je l'intègre à ma vie comme une réflexion, oui, à savoir que j'ai une finitude, eh bien effectivement je vais plus m'intéresser à comment faire le passage, comment permettre le passage. C'est pour ça que je suis devenue accompagnante des mourants.